La radio va milieu sur les ondes. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Adrien Hernandez du lycée Jules Verne du Guatemala, le présentateur de cette émission en direct. Et ici autour de moi est réunie toute l'équipe du Quetzal Informé. La radio va milieu sur les ondes. Avant de commencer, j'aimerais que toute l'équipe se présente. À vous, chers auditeurs. Salut tout le monde, je suis Gabriel Molina. Emiliano Morales, Oscar Jiménez, Natalie Méndez, Uriel Onquet, Ana Lucía Varillas, Silvia Daniela Varillas, Natalia Kessler, Estefanía Escobar. Nous sommes très heureux de pouvoir présenter ce direct à l'occasion de la 35e édition de la Semaine de la presse et des médias à l'école. Le thème de cette année est l'info sur tous les fronts. Vaste sujet qui a inspiré à notre chroniqueur. Tout de suite, je laisse la parole à Nathalie et Oscar qui vont nous parler du journalisme d'investigation et plus particulièrement dans son rôle dans l'affichère Cambridge Analytica. Le Quetzal Informé, la web radio de Julio Verne. Oscar, est-il vrai que la carrière de journaliste n'est pas de tout repos? Oui, ils sont forcés à prendre des risques. Ils peuvent remettre en cause leur carrière et peuvent même mettre leur vie en danger. C'est le cas de Carole Cadwallader. Ah oui, c'est la journaliste à l'origine de l'affaire Cambridge Analytica. Précisément, et c'est à l'issue de cette affaire qu'elle a dû subir de nombreuses accusations de diffamation. Oui, ce type d'affaire a des enjeux significatifs, non seulement pour les journalistes qui les exposent, mais aussi pour notre démocratie. C'est grâce à Carole Cadwallader et à son équipe de journalistes que la manipulation des élections du Brexit a été mise à la lumière. Oscar, peux-tu nous en dire plus sur Carole Cadwallader? Bien sûr, née en 1969, Carole Jane Cadwallader est une journaliste d'investigation. Après avoir travaillé pour le Daily Telegraph, elle a rédigé des enquêtes pour The Observer et The Guardian. En 2018, elle a acquis une renommée internationale en exposant le scandale des données impliquant Facebook, Cambridge Analytica et Aggregate IQ, et ses implications dans le référendum qui a conduit le Royaume-Uni au Brexit. Et elle n'a pas eu de problème avec Facebook? Bien sûr, elle a été accusée de diffamer Nigel Farage, Aaron Banks et Mark Zuckerberg. Cela l'a conduit devant la justice. Épuisée par plusieurs années de procédure, elle a décrit l'isolement et la souffrance psychologique ainsi que des attaques qu'elle a qualifiées de misogynes. Selon elle, le discrédit qu'elle a subi s'explique également par son genre, l'accusation ayant cherché à la diffamer en tant que la Crazy Cat Lady. Quelles ont donc été les répercussions judiciaires? Fort heureusement, elle a été innocente. Depuis le mois de juin 2022, le Parlement européen s'est penché sur ce type de procès, surnommé les procès Bayon, qui vise à intimider et à faire faire les journalistes une loi et un projet. Simultanément, les ONG telles que Global Investigative Journalism Network travaillent pour fournir des ressources d'apprentissage et des outils pour aider les journalistes dans leur travail. C'est exact, les risques pris par les journalistes sont assez importants, notamment dans le domaine du journalisme d'investigation. Ah oui? Oui, des journalistes très courageux mettent leur vie en péril pour obtenir des informations essentielles et les diffuser au grand jour. Par exemple, plusieurs journalistes ont soutenu l'enquête de Carole Cadwallader sur l'affaire Cambridge Analytica, mais leur identité reste inconnue en raison des possibles risques. Vraiment? Et ils ont fait comment? Les journalistes se sont fait passer pour des hommes d'affaires du Sri Lanka et se sont infiltrés dans Cambridge Analytica. Ils ont prétendu vouloir manipuler les élections de leur pays en assurant la victoire politique d'un des partis. Et c'est grâce à cela qu'on peut aujourd'hui connaître les moyens par lesquels l'entreprise a manipulé l'opinion publique et a participé à la victoire de Donald Trump lors des élections des États-Unis en 2016. C'est impressionnant. C'est sûr que les journalistes ont dû subir beaucoup de stress. Bien sûr, c'est ce qu'a indiqué Andy Davis, journaliste en charge de l'investigation à Cambridge Analytica, dans une de ses interviews. Il affirme que tous les journalistes ont dû gérer un stress immense devant la possibilité d'être découverts. Leur vie était en jeu puisqu'il s'agissait d'une entreprise très puissante. En plus, l'information qu'ils ont obtenue, c'est simplement choquante. Précisément, ces journalistes nous ont permis d'apprendre la manipulation de données effectuée à travers ce qu'on appelle des targeted ads. De plus, les représentants de Cambridge Analytica ont affirmé qu'une de leurs méthodes pour assurer la victoire politique était la diffamation d'opposants politiques qui étaient tentés à recevoir de l'argent ou le faveur de femmes pour ensuite être exposés auprès du public. Mais ils faisaient comment pour manipuler tant de gens?
C'est une démarche assez complexe, mais d'une facilité effrayante. Il faut savoir que quand vous installez une application du groupe Meta, qui inclut Facebook, Instagram et bien d'autres, Facebook a accès à votre historique d'appels, l'heure de ces appels, la durée, le destinataire et le contenu de vos SMS. Ils utilisent aussi des tests qu'on peut compléter en ligne. Les personnes ayant fait le test de Cambridge Analytica ont autorisé cette société à accéder à l'ensemble des informations de leur profil, y compris ceux de leurs amis. En se servant de Facebook et des 260 000 personnes qui ont répondu au test, Cambridge Analytica a pu récupérer les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs. T'es sûr que les gens sont si faciles à convaincre? Malheureusement, oui. Des études récentes ont prouvé l'influence que ce type de manipulation peut avoir sur l'esprit critique. Saviez-vous que si vous faites 10 likes, Facebook peut vous connaître mieux qu'un de vos camarades de classe? Tu es sûr? Effectivement, si vous en faites 150, l'algorithme vous connaîtra mieux que vos parents, et si vous en faites 300, Facebook vous connaîtra mieux que vous-même, au même titre qu'un psychologue, ce qui permet d'anticiper vos réactions et décisions. Vraiment? Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très importants dans notre vie quotidienne, mais ils représentent un véritable enjeu pour notre démocratie. C'est ce qui est illustré par Carol Cadwalladr dans sa conférence TED Talk intitulée « Le rôle de Facebook dans le Brexit et la menace sur la démocratie » que vous pouvez voir sur TED.com. Elle décrit comment des posts sur Facebook ont incité à la haine contre les migrants du pays de Galles, influençant les votes en faveur du Brexit. Elle souligne ainsi le fait que toute trace de cette publicité a été mystérieusement supprimée, ne laissant que très peu de preuves de la manipulation des gens. C'est pourquoi nous nous retrouvons devant l'impossibilité d'établir une démocratie authentique, puisque nous vivons dans un monde où les nouvelles technologies ne font qu'accentuer les effets de la corruption. Merci beaucoup Nathalie et Oscar par cette incroyable et intéressante chronique. Maintenant, on va passer à Gabriel et Emiliano qui vont nous parler de l'organisation Forbidden Stories et de son rôle auprès des journalistes menacés. Ok, le journalisme est un métier risqué, mettant en jeu des sujets sensibles. L'organisation Forbidden Stories, créée par Laurent Richard, essaie de donner une voix aux journalistes que l'on veut faire taire. Ceux-ci en poursuivant leur enquête et en les publiant. Un exemple de Forbidden Stories se déroule au Brésil où l'Amazonie est un territoire de tension. Par exemple, la déforestation, l'exploitation minière et d'autres activités économiques menacent la faune et la flore et les communautés indigènes. Il y a quelques années, en août 2019, des terres amazoniennes ont été mises en vente sur Facebook par une utilisatrice appelée Nair Brizola. Cet événement étrange a mis en question la légalité de cette action et son impact environnemental. Ces ventes de terres amazoniennes sur les réseaux sociaux ont été sanctionnées par l'institution Chico Mendes, avec une amende d'environ 240 000 €. Mais ces actions mettent également en danger les journalistes qui tentent d'informer l'opinion publique. En effet, les personnes qui exploitent illégalement les ressources de l'Amazonie sont souvent liées à des réseaux criminels violents, ce qui rend le travail journalistique dans cette région extrêmement dangereux. Dans ce cas, Forbidden Stories joue un rôle important en poursuivant les investigations des journalistes menacés ou tués. Cette organisation contribue à montrer ces pratiques illégales et à provoquer une prise de conscience chez le public. Maintenant, j'ai parlé suffisant, donc je vais laisser à Gabriel continuer. Merci Emiliano. Donc, leur impact est si dangereux et préoccupant sur l'environnement et les populations régionales. Grâce à cette organisation, le travail des journalistes reste anonyme, car ils risquent leur vie pour révéler la vérité. C'est ce qui s'est malheureusement arrivé à Dom Phillips, un journaliste britannique qui abordait les thèmes de l'environnement et du sort des communautés indigènes de l'Amazonie. Il y a presque 2 ans, il a disparu avec Bruno Pereira, un défenseur de la cause indigène, le 5 juin 2022. Leurs corps ont été retrouvés démembrés et brûlés. Selon les médias, les 2 individus ont été victimes d'une embuscade à la limite du territoire. Donc, en conclusion, le journalisme est un métier risqué, car les journalistes risquent leur vie et leur sécurité pour maintenir l'opinion publique informée des dangers et des nouvelles autour du monde. Oui, le journalisme est un travail dangereux. Merci Oscar et merci Gabriel et Emiliano de nous avoir rappelé ça. C'est maintenant au tour d'Anna-Lucia et d'Uriel. Maintenant, tour d'Anna-Lucia et d'Uriel de nous expliquer le travail des journalistes face à la désinformation.
Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui affecte profondément notre société moderne, la désinformation. Dans un monde où l'information est omniprésente et instantanée, il est devenu de plus en plus difficile de discerner la vérité de la fiction. C'est un problème sérieux qui affecte notre capacité à prendre des décisions et à comprendre le monde qui nous entoure. La désinformation est une menace pour la démocratie et la société. Elle peut prendre différentes formes, des fausses nouvelles, manipulation médiatique passant par les théories du complot, etc. Elle contribue à la méfiance et à la division, ce qui affecte notre capacité de vivre ensemble harmonieusement. Uriel, pourrais-tu approfondir un peu plus sur ce thème? Bien sûr, dans l'univers complexe des médias contemporains, la question de l'indépendance journalistique est souvent sujette à controverse. Alors que le journaliste devrait dire la vérité et d'avoir de la transparence, il existe des moments où le gouvernement exerce une influence discrète mais puissante sur les récits médiatiques. L'une de ces méthodes est la rémunération des journalistes pour promouvoir des idées ou les inciter à éviter certains sujets sensibles. Des exemples de ces sujets sont éloquents à travers le monde. Par exemple, aux États-Unis, qui est pourtant une démocratie. En 2007, le département d'État américain avait versé 53 millions de dollars à des médias pour diffuser des messages pro-américains au Moyen-Orient. En plus de l'influence financière directe, le gouvernement peut également influencer les médias en exerçant une pression subtile pour éviter certains sujets délicats. Cette forme de censure, connue sous le nom de censure par omission, consiste à décourager les journalistes de couvrir des questions sensibles ou controversées. Des exemples frappants de cette pratique existent également à l'international. En Chine, le gouvernement impose une censure stricte sur les médias. Le gouvernement chinois interdit toute information critique envers le régime. Le massacre de Tiananmen est un exemple d'un événement censuré. En 1989, les étudiants ont manifesté sur la place Tiananmen à Pékin pour demander des réformes démocratiques. Le gouvernement a réprimé la manifestation en envoyant des troupes et des chars sur la place. Le bilan officiel est de 260 morts. Mais les estimations occidentales font état de plusieurs milliers de victimes. Le gouvernement chinois interdit toute mention du massacre de Tiananmen dans les médias chinois, même si 35 ans ont passé. De même, en Russie, le gouvernement a réprimé les médias indépendants et restreint l'accès à l'information à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Par exemple, l'interdiction des médias comme BCC, CEN et même la fermeture des médias indépendants comme Novaya Gazeta ou Echo Moskvi. Déclarés organisation indésirable par le Kremlin, ils ont été obligés de s'exiler. Cette manipulation de l'information par le gouvernement a des implications profondes pour la société, en privant le public d'une couverture médiatique objective et équilibrée. Ces pratiques sapent la confiance du public dans les médias et compromettent l'esprit critique. La liberté de la presse est un pilier fondamental de la société et il est essentiel de la défendre. En fin de compte, la véritable force de la société réside dans sa capacité à permettre un débat ouvert et un échange libre d'idées, sans crainte de représailles ou de censure. Merci Uriel pour ces explications. Il est donc important de reconnaître les signes de la désinformation et d'être conscient de la façon dont elle peut influencer notre vision du monde. Nous devons faire preuve d'esprit critique, vérifier les sources et remettre en question ce que nous voyons et entendons. En tant que citoyens responsables, nous avons le devoir de lutter contre la désinformation. Par exemple, soutenir un journaliste indépendant et de qualité, promouvoir l'éducation aux médias et encourager le dialogue constructif entre les différents points de vue. Je rêve et je suis sûre qu'ensemble, nous pouvons combattre la désinformation et avoir une société fondée sur la vérité, la transparence et le respect mutuel. Merci beaucoup Uriel et Ana-Lucia pour votre intervention. Pour compléter le sujet, Daniela développera les théories du complot qui envahisseraient les médias. Tu vas nous parler de la maladie X. C'est bien ça? Exactement, Adrien. La maladie X est un terme utilisé pour décrire une maladie inconnue ou non identifiée qui pourrait provoquer une pandémie grave à l'avenir. Cette expression a été créée par l'Organisation mondiale de la santé suite au Covid-19. Cette expression est devenue populaire après que l'OMS l'ait incluse dans sa liste de maladies prioritaires nécessitant une recherche et un développement urgent. Mais, d'un autre côté, certaines théories du complot suggèrent que des groupes seraient déjà en possession de cette maladie et la manipuleraient à des fins cachées. Cela alimente la peur à l'égard des autorités et des institutions. Il circule en effet de fausses informations sur un complot américain pour réduire la population mondiale. Il y aurait même un plan à l'échelle mondiale pour déployer la maladie X en tant qu'arme de mort génocidaire.
Cette idée a commencé à circuler en Asie dans différentes langues selon l'AFP. Les entreprises en profitent et aident à la diffusion de cette fausse information pour vendre des produits sanitaires ou médicaux comme des kits d'urgence médicale pour environ $300. En conclusion, il est essentiel de s'informer auprès des ressources fiables et de rejeter les théories du complot qui pourraient nuire à la santé publique et à la confiance de nos institutions. Ceci crée un nouveau défi pour les journalistes qui doivent refuser et nier cette vague de mensonges relayés à les réseaux sociaux. Merci Daniela, terrible défi. Cette lutte contre les théories de complot. Maintenant, Estefania va nous parler du journalisme à l'heure de l'intelligence artificielle. Estefania, tu peux nous expliquer comment ça marche? L'intelligence artificielle utilise des algorithmes et des modèles mathématiques pour produire des informations et des images. L'intelligence artificielle fait évoluer de nombreux métiers. Le journalisme ne s'échappe pas. Et s'il l'utilise, quelles conséquences cela a-t-il? Certains journalistes ont peur du développement de la désinformation et de ne pas pouvoir suivre les changements technologiques. D'autres sont enthousiastes car cela peut les rendre plus efficaces quand ils manquent du temps et de ressources. Cela peut aussi les aider à trouver de nouvelles façons d'attirer l'attention des gens. Merci Estefania, très intéressante. Tu as prouvé que l'intelligence artificielle est une arme de double tranchant. Et maintenant, pour finir, Natalia va nous parler de la semaine olympique et paralympique qui débute demain dans notre établissement, car cet événement est pour notre équipe, notre front de l'information. Cette semaine du 18 au 23 mars, c'est la SOP, Semaine olympique et paralympique. Le lycée Jules Verne de Guatemala accueille 6 délégations qui viennent de Saint-Domingue, du Salvador, du Honduras et de l'Équateur et de Colombie. Ils viennent pour faire des activités sportives et aussi des formations pour devenir jeunes reporters, jeunes arbitres et jeunes secouristes. De nombreuses activités seront réalisées cette semaine. Et pour commencer, il y aura une cérémonie d'ouverture ce mardi 19 mars de 8h30 à 10h. Bon, malheureusement notre émission s'achève. Mais avant, je voudrais remercier à l'incroyable équipe pédagogique qui nous a aidés. Madame Bouillot, Monsieur Viegojon, Monsieur Hernandez. Sans oublier Omar et Mario de l'équipe technique. Nous pouvons toujours compter sur leur aide. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés en direct du lycée Jules Verne du Guatemala. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre dans les réseaux sociaux. Seulement, il suffit de rechercher le Quetzal informé sur Instagram où vous pouvez le voir en bas de notre image. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci et au revoir. La radio va milieu sur les ondes. Le Quetzal informé.